Merci Gilles Laurent, bonjour à toutes, bonjour à tous. Peut-être qu'à la différence d'autres experts, je ne suis pas à proprement parler un expert de l'hydrogène. Je suis un expert, j'espère, des données d'opinion, des données comportementales et parfois d'aspects qui ne relèvent pas forcément sur des dimensions qui sont réelles, mais qui sont imagées. Et je ne veux pas vous dire que tout ce que je vais vous raconter est faux, parce que ça serait exagéré, mais tout ce que je vais vous raconter va être issu d'enquêtes que nous avons menées auprès de Français, échantillons représentatifs à chaque fois de 1000 Français qui sont représentatifs en termes de genre, d'âge, de catégorie sociale, de localisation géographique, de proximité politique, de type de vie qu'ils peuvent avoir, de type de transport auquel ils peuvent recourir, de type d'énergie qu'ils peuvent utiliser, mais surtout 1000 Français qui ne se lèvent pas le matin en se disant « qu'est-ce que je peux être amené à penser de l'hydrogène ?» et qui souvent, parmi ces 1000 personnes que nous avons été amenés à interroger, ont été un peu pris de manière subie ou surprenante autour d'un sujet qui n'est pas forcément un sujet qui les anime dans le cadre du quotidien. Donc on va vraiment être dans une forme d'impression rétinienne qui renvoie justement à des dimensions qui sont des dimensions de perception d'un point de vue général, éventuellement de oui-dire, peut-être de confrontation au réel, et puis également de ce qui ressort, de ce qu'ils ont pu entendre d'une manière ou d'une autre lorsqu'ils ont pu être confrontés aux thématiques de l'hydrogène. Le premier aspect qui vise non pas à répondre directement à la question, mais qui cherche à prendre un peu de hauteur par rapport aux enjeux, il y a aujourd'hui, lorsqu'on interroge un échantillon représentatif de Françaises et de Français, une part significative de la population qui déclare s'intéresser beaucoup ou assez aux enjeux qui sont liés à l'énergie en France. Donc il ne s'agit pas à proprement parler d'hydrogène, mais la thématique de l'énergie est une thématique qui traverse la population française et qui n'est pas considérée comme étant une forme d'enjeu qui leur apparaîtrait comme étant secondaire. Le deuxième aspect que l'on peut mettre en avant, c'est qu'en dehors du fait de se déclarer comme étant intéressé par les enjeux de l'énergie, et évidemment, il y a la question du prix, il y a la question de l'approvisionnement, il y a la question des grands enjeux géostratégiques, il y a la question des conséquences en matière écologique et environnementale. En dehors de ces considérations, est-ce qu'on a le sentiment aujourd'hui, lorsqu'on interroge toujours un échantillon de représentatifs de Français pour savoir s'ils sont bien ou mal informés sur les enjeux de l'énergie, on peut voir que la proportion déjà a tendance à se réduire de manière assez drastique parce que nous n'avons, entre guillemets, plus que 6 Français sur 10 qui se déclarent comme étant bien informés. Ça vaut le coup également de regarder dans le détail la manière dont les uns et les autres peuvent être amenés à donner une forme d'intensité dans leurs réponses. 12% seulement des Français se déclarent comme étant très bien informés. On le sait, et c'est toujours mieux si c'est un sondeur qui le dit, qu'on a toujours tendance à se pousser un petit peu du col, en général, et à dire « si, je connais, je maîtrise et je suis relativement bien informé ». Et quitte à être dans les grands stéréotypes, on les voit apparaître de manière systématique lorsqu'on pose ce type de questions, ce sont des hommes de catégorie supérieure qui, plus que les autres, disent « oui, je suis bien informé ». On sait que dans la réalité, ça n'est pas tout à fait le cas. Ce qui laisse entrevoir d'ailleurs qu'il y a une possibilité de pouvoir accroître le niveau d'information, le niveau de connaissance et le niveau de perception de la part des individus. Si on resserre un petit peu la focale et qu'on demande non pas d'un point de vue général sur l'énergie, mais sur les différentes énergies d'un point de vue global, est-ce qu'on a une bonne ou une mauvaise opinion de différents types d'énergie? Vous pouvez voir, énergie solaire, extrêmement bonne opinion, énergie hydraulique, là aussi avec un niveau qui est un niveau on ne peut plus élevé, un niveau par la suite qui mêle la géothermie, l'énergie éolienne et le gaz naturel. On arrive par la suite sur l'énergie nucléaire et le biométal, et puis enfin le pétrole, le fioul et le charbon. Ce qui saute aux yeux, c'est que nous n'avons pas demandé aux Françaises et aux Français de hiérarchiser l'opinion qu'ils pouvaient avoir à l'égard des différentes énergies.
On les a interrogés, non pas pour demander celles qu'ils préféraient les unes par rapport aux autres, mais à chaque fois on leur a demandé s'ils en avaient une bonne ou une mauvaise opinion. Ce qui semble hiérarchiser globalement les conditions d'approbation ou de bonne opinion que l'on peut avoir à l'égard de chacune des énergies, c'est les conséquences que l'on imagine au niveau du dérèglement climatique. Pour faire vite, l'énergie solaire, l'énergie hydraulique sont perçues comme étant des énergies qui sont décarbonées et dont l'utilisation n'a pas d'effet global sur le dérèglement climatique, à l'inverse du pétrole, du fioul et du charbon. On peut enfin voir qu'il y a deux types d'énergie pour lesquelles les populations que nous avons interrogées rencontrent plus de difficultés que les autres à pouvoir répondre. La première, c'est de manière manifeste, vous le voyez, le biométhane, avec près de 4 Français sur 10 qui déclarent qu'ils ne sont pas capables de pouvoir se prononcer là-dessus. Ça veut dire qu'en gros, à peu de choses près, ils découvrent ces termes-là où ils n'en ont pas entendu parler précédemment. Et puis enfin, la géothermie, ce qui à nos yeux constitue une forme de surprise, parce qu'on avait le sentiment que c'était un sujet dont on avait parlé de manière assez nette, et malgré tout, vous le voyez, un quart de la population française se déclare incapable de pouvoir répondre sur ce sujet-là. Le deuxième point que l'on peut aborder, c'est une attention redoublée à la consommation et au prix, qui se traduisent par certains doutes quant aux choix qui peuvent être opérés sur le secteur. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on déclare qu'on surveille sa consommation d'énergie pour des raisons financières? La réponse est oui pour 9 Français sur 10. Est-ce qu'on surveille pour des questions environnementales? La réponse est vraie, mais de manière un peu moins marquée. On regardera, comme on l'a fait tout à l'heure, qu'en termes d'intensité, là aussi, nous avons plus d'un Français sur 2 qui déclare « Oui, je surveille ma consommation d'énergie pour des raisons financières de manière très nette, 54%, et un peu moins d'un tiers qui dit que oui, ils le font de manière manifeste lorsque l'on parle de consommation d'énergie. Alors, la quasi-totalité de ceux qui vont le faire pour des raisons environnementales vont également considérer la question financière, tandis que l'inverse n'est pas tout à fait vrai. On le voit et on le sait qu'en général, ce sont un peu plus les catégories populaires qui vont être sensibles aux questions économiques et financières, et puis on le voit également que la présence d'enfants au foyer participe d'une forme de responsabilité que l'on peut avoir en matière écologique et environnementale et qui se traduit en matière d'énergie. Deux aspects, je pense, sont importants d'être soulignés dès maintenant. Le premier point, c'est que la question de la pression financière sur le coût de l'énergie risque de ne pas baisser d'un point de vue d'opinion, en tout cas au cours des prochaines années. Il y a la perception qu'il y a une inflation, une anticipation de l'inflation et une notion de pouvoir d'achat qui apparaît comme étant grévée à travers tout ce que sont les dépenses qui sont des dépenses auxquelles on ne peut pas, qu'on ne peut pas mettre en second plan, qui sont des dépenses obligatoires. Dans ce contexte-là, une préoccupation qui risque d'être majeure et qui risque de continuer à l'avenir. Et puis le deuxième aspect, nous pensons que d'un point de vue d'opinion, nous avons passé un cap en termes de préoccupations écologiques et environnementales de la part de nos compatriotes qui sont extrêmement sensibles, préoccupés à l'égard de l'avenir de la planète, à l'égard des conséquences que peut avoir le dérèglement climatique, et qui, même s'il y a des enjeux en matière de pouvoir d'achat, même des difficultés, etc., ne remettent pas en cause le fond d'une forme, soit d'éco-anxiété, comme cela est dit parfois, soit éventuellement, même nous, on a tendance à parler d'angoisse climatique pour une part importante de la population française, voire des populations occidentales. Si l'on poursuit la lecture de cette enquête que nous avons été amenés à réaliser, est-ce qu'on a, d'une manière ou d'une autre, pour une enquête qui avait été réalisée en 2023, la perception que le montant de la facture énergétique augmentera à nouveau en 2023? La réponse était oui, vous le voyez, de manière très marquée, 9 Français sur 10. Est-ce qu'on déclare qu'on a adopté des comportements et attitudes qui permettent de consommer moins d'énergie chez soi et spécifiquement afin de faire baisser l'utilisation? Là, on a également la même proportion.
Est-ce qu'on a la perception que par le passé, sa facture énergétique a augmenté? La réponse est oui. Et est-ce qu'on pense qu'on devra à l'avenir restreindre d'autres dépenses pour pouvoir régler sa propre facture énergétique? La réponse est oui pour 7 personnes sur 10. On commence aujourd'hui à atteindre, que ce soit en matière d'énergie, en matière de déplacement, en matière de logement ou en matière d'alimentation, des points sur lesquels on a le sentiment qu'on doit rogner ou qu'on doit réduire ses dépenses pour pouvoir atteindre ce niveau de confort, ou en tout cas ce niveau minimal de confort. Une personne sur 2 déclare qu'elle a puisé dans ses économies pour payer ses factures énergétiques en 2022. Une personne sur 2 qu'elle a anticipé l'augmentation de la facture énergétique en 2022 en mettant également de l'argent de côté. Et puis également, près de 4 Français sur 10 déclarent qu'ils ont eu des difficultés à pouvoir régler le montant de la facture énergétique en 2022 d'un point de vue global. Donc tout ceci participe de préoccupations qui sont des préoccupations majeures aux yeux de nos compatriotes et qui les emmènent les uns et les autres à être inquiets, sensibles, même si le niveau d'information n'apparaît pas comme étant total. Si l'on poursuit ce type de regard, il y a la perception en France que l'énergie est chère pour les particuliers. Il y a également la perception que l'énergie nucléaire est indispensable dans le mix énergétique de la France. Et on a également de manière assez nette la perception que la France a la capacité à pouvoir produire des énergies variées sur son territoire, voire qu'il y a un mix énergétique équilibré entre les différentes sources d'énergie qui sont les énergies fossiles et les énergies qui ne sont pas fossiles. Des regards qui sont plus partagés concernant le fait que la France produirait suffisamment d'énergie pour alimenter le territoire national, qu'elle pourrait suffisamment anticiper la disparition des énergies fossiles, qu'il y a aujourd'hui suffisamment d'énergie renouvelable dans le mix énergétique et qu'elle apparaît comme étant indépendante sur le plan de la production d'énergie. Donc on voit bien une focalisation autour, encore une fois, de la question économique qui est majeure, avec une remontée en fait de l'attention à ce qu'il puisse y avoir des énergies décarbonées qui entrent globalement dans la production d'énergie, que dans ce contexte-là, à l'heure actuelle, c'est essentiellement le nucléaire qui est identifié. On peut, de manière un peu plus précise, lorsqu'on interroge en fait sur la capacité à voir si on peut se passer totalement d'énergie fossile, à considérer que c'est possible de manière un peu plus nette auprès des Françaises et des Français qu'on a été amené à interroger, pour les services de transport collectif, pour l'alimentation énergétique du logement, pour les transports de particuliers, pour l'alimentation énergétique de l'activité d'entreprise et enfin pour le transport de marchandises. Ce qui nous frappe déjà, c'est qu'il y a une forme de hiérarchie qui est effectuée avec en premier lieu les services de transport collectif, alors qu'on voit bien que ça s'opère, en tout cas que ça s'est opéré avant les transports individuels, donc ça a été identifié d'un point de vue global. Est-ce qu'on a la perception que ces transformations peuvent être amenées à pouvoir s'effectuer dans un délai qui est un délai relativement court? La réponse est non, parce que vous pouvez voir qu'on a des perceptions qui sont bien plus mesurées lorsqu'on regarde à droite, lorsqu'on demande est-ce que cela peut se faire d'ici à 2050, donc c'est-à-dire pas tout de suite, avec à peine, je serais tenté de dire, plus d'un Français sur 2 qui déclare que c'est possible pour les transports collectifs. Donc on voit bien, préoccupation à caractère financier majeur, préoccupation à caractère environnemental en second lieu, regard sur le fait que les énergies fossiles n'apparaissent pas forcément comme étant ni l'alpha et l'oméga, ni le souhait absolu, et dans ce contexte-là, un regard à l'égard de l'hydrogène qui suscite une forme de regard un peu plus positif. Encore une fois, on prend des Français qui sont des Français moyens, avec un niveau d'information moyen, avec un niveau de préoccupation qui est moyen, donc pas des experts. Et pour autant, lorsqu'on leur pose la question de l'hydrogène comme étant une source d'énergie, est-ce qu'on en avait déjà entendu parler? On a 84% de la population française qui déclare « oui, j'en ai entendu parler » avec une petite croissance, notamment depuis 2021. On a, là encore, un tiers qui déclare qu'ils savent précisément ce dont il s'agit, et avec les mêmes caractéristiques que je vous proposais tout à l'heure, notamment des hommes et des catégories supérieures qui, un peu plus que les autres, déclarent qu'ils le connaissent. Ce qui est intéressant, malgré tout, c'est que les populations qui déclarent qu'elles sont intéressées par le secteur de l'énergie ou qu'elles sont bien informées sur le secteur de l'énergie, un peu plus que les autres, déclarent que non seulement elles connaissent, mais qu'elles maîtrisent précisément
les enjeux, ou en tout cas la thématique de l'hydrogène. Là où les choses se gâtent, c'est lorsqu'on leur pose une question complètement ouverte. C'est-à-dire qu'on ne leur propose absolument rien. Et les mots qui vous sont ici indiqués sont ceux qui nous sont restitués spontanément de la part des personnes que nous avons été amenés à interroger. On vous les a classés par ordre alphabétique, et plus le terme est indiqué en gros, plus le terme a été mobilisé fréquemment de la part des personnes que nous avons été amenés à interroger. Quels sont tous les mots, toutes les idées qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à l'hydrogène comme étant une source d'énergie? Eh bien, on pense que c'est une énergie. Bon, c'est pas extrêmement étayé comme propos. Hein. En tout cas, ça nous apprend des choses. Hein. Bon, c'est déjà le premier aspect. Après, ce qu'on trouve intéressant, c'est qu'il y a la dimension de propreté qui est présente, mais elle est quasiment au même niveau que le regard à l'égard de la dimension polluante. On voit la dimension en fait du gaz, de l'écologie, de l'électricité, de l'eau qui est indiquée, et avec une consonance qu'on n'a pas forcément à l'égard d'autres termes, la dimension en fait, de dangerosité, vous voyez, qui apparaît spontanément auprès des personnes que nous avons été amenés à questionner. Mais il n'y a pas forcément le terme extrêmement net de dimension d'avenir, même si c'est un peu présent. Il n'y a pas tellement le terme d'espoir, il n'y a pas tellement le terme de remplacement, il n'y a pas tellement en fait, la perception aujourd'hui, en tout cas de manière spontanée lorsqu'on s'interroge comme ça, comme étant un point vers lequel ils peuvent être amenés à se tourner spontanément. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, on déclare qu'on a une bonne ou une mauvaise opinion de l'hydrogène? Il y a deux aspects qui nous marquent. Le premier aspect, c'est qu'on a, vous le voyez, un peu plus d'un Français sur deux qui déclare aujourd'hui avoir une bonne opinion de l'hydrogène. Et le deuxième aspect qui nous marque, c'est qu'on a encore aujourd'hui près de 4 personnes sur 10 qui déclarent qu'elles ne sont pas capables de pouvoir pleinement s'exprimer là-dessus. Ce qui veut dire que le différentiel entre ceux qui déclarent qu'ils ont une bonne opinion et ceux qui déclarent qu'ils ont une mauvaise opinion est extrêmement en faveur de l'hydrogène, avec un regard qui est un regard de la part de ceux qui se prononcent, qui est extrêmement positif, avec, vous le voyez, 53% des Français qui déclarent qu'ils en ont une bonne opinion. Ce qui est assez frappant, c'est que et les personnes qui sont intéressées par le secteur de l'énergie et les personnes qui sont bien informées sur le secteur de l'énergie déclarent qu'elles en ont une bonne opinion. De manière un peu plus détaillée, de l'idée que l'on se fait d'un point de vue global, est-ce que cela correspond bien ou mal à l'hydrogène? Oui, c'est utile pour réduire des émissions de carbone. Oui, cela apparaît comme étant d'avenir. Oui, cela apparaît comme étant propre. Oui, renouvelable, économique et, dans une certaine mesure, disponible en grande quantité. La dimension de dangerosité est certes pas majoritaire, mais je pense qu'il est important d'avoir à l'esprit que pour 4 personnes sur 10, c'est un terme qui marche aujourd'hui pour l'hydrogène. Et puis enfin, dans laquelle les pouvoirs publics investissent suffisamment? La réponse est non. En tout cas, on le voit, plus de 60% des Français pensent que ça n'est pas le cas. On le voit, c'est ce qui est marqué en haut à droite, que les personnes qui, d'une manière globale, sont intéressées par les enjeux d'une manière globale de l'énergie ou qui pensent qu'il y a des vertus pour l'énergie hydrogène, pensent un peu plus que les autres qu'il peut y avoir un investissement des pouvoirs publics. En tout cas, parler d'hydrogène, c'est arriver auprès de plus de 8 Français sur 10 à évoquer quelque chose, auprès de ceux qui sont capables de pouvoir se prononcer, avoir une dimension qui est une dimension à caractère positif, et puis l'aspect, ou le premier aspect, qui est en lien intime avec le regard porté concernant une industrie ou des énergies qui sont carbonées ou décarbonées. Est-ce que, dans ce contexte-là, on estime qu'il est important ou pas de développer la recherche sur l'énergie hydrogène? 9 personnes sur 10 disent oui, il s'agit d'une bonne chose. Donc on voit le regard qui est en cohérence avec les différentes dimensions et traits d'image que vous avez proposés tout à l'heure. Et on a uniquement, même 2% des Français qui pensent qu'il s'agirait d'une très mauvaise chose. Est-ce que, toujours avec ce niveau de connaissance absolument imparfait, on a la perception que c'est une énergie que l'on peut produire en France? Oui,
nous disent 9 Français sur 10. Qu'il s'agit d'une énergie qui pourrait permettre d'éviter les pénuries d'énergie en France, la réponse est oui pour, là aussi, à peu près la même proportion, tout comme on a la perception qu'il s'agit d'une énergie qui pourrait permettre de renforcer l'indépendance énergétique de la France. On l'a vu tout à l'heure, une majorité de la population n'a pas forcément le sentiment que nous sommes entièrement indépendants d'un point de vue énergétique en France. Pour finir rapidement, quelques aspects qui sont anticipés ou souhaitables. Est-ce qu'il serait souhaitable ou pas qu'on soit amené à recourir davantage à l'énergie d'hydrogène en France pour différentes dimensions? Là, vous le voyez, la réponse est oui pour 8 Français sur 10 sur toutes les dimensions que nous avons été amenés à tester, que ce soit les services de transport collectif, servir de matière première au secteur industriel, le transport des marchandises, l'alimentation des entreprises, les transports des particuliers ou enfin l'alimentation énergétique du logement des particuliers. Donc d'une manière globale, en dehors des préoccupations ou des interrogations qui peuvent exister, on l'avait vu par exemple en matière de dangerosité, une perception qui est une perception des faits qui peuvent se traduire d'un point de vue général, quels que soient les types d'énergie qui peuvent être utilisés. Et puis enfin, en dehors du souhait, est-ce que ceci apparaît comme étant possible ou pas d'utiliser de l'hydrogène pour servir de matière première au secteur industriel, pour la propulsion des services de transport collectif, pour l'alimentation énergétique de l'activité d'entreprise, particulier, de transport de marchandises ou enfin l'alimentation énergétique du logement des particuliers? Là, il y a 2 remarques que l'on peut se faire collectivement. 1, une immense majorité de la population répond oui à toutes ces propositions. Et surtout, en termes d'échéance de temps, vous le voyez, par rapport à l'échéance qu'on vous avait proposée tout à l'heure, qui est la même, nous avons des chiffres qui sont bien plus élevés. Et alors qu'on évoquait d'un point de vue un peu théorique la possibilité, entre guillemets, de sortir des énergies fossiles et de pouvoir le substituer, la réponse était oui, mais elle apparaissait comme étant plus timide. Le fait d'évoquer là précisément la dimension hydrogène comme étant une forme d'énergie de substitution apparaît comme étant plus palpable et plus envisageable d'un point de vue global. Donc voilà, rapidement, la manière dont on peut regarder cela. Je pense qu'on ne peut pas dissocier les grands enjeux liés aujourd'hui à l'hydrogène des enjeux qui sont des enjeux de société en matière de dérèglement climatique d'un côté, en matière de pouvoir d'achat et d'inflation de l'autre. Je pense qu'on ne peut pas complètement dissocier les enjeux de l'hydrogène des grandes thématiques qui peuvent être liées à la question de l'énergie d'un point de vue global. Et on voit bien, et en tout cas à nos yeux ceci nous apparaît comme étant relativement clairement, que parler d'un point de vue théorique de sortir d'une industrie carbonée, alors après je sais qu'il y a des débats sur l'hydrogène, mais que de sortir d'une industrie carbonée telle qu'elle existe aujourd'hui apparaît comme étant souhaitable, mais on ne voit pas forcément les solutions, et que lorsqu'on propose la thématique de l'hydrogène, celle-ci apparaît comme étant plus palpable et plus identifiable de la part des Françaises et des Français qu'on a été amenés à interroger. Merci beaucoup. Merci pour cet éclairage dont on voit, parce que nous on est au 2e week-end de réflexion sur l'hydrogène, que l'opinion des Français n'est pas forcément exactement l'opinion des experts, comme vous avez pu le constater. Ce que je vous propose peut-être, c'est de prendre quelques minutes, comme au premier week-end, pour formuler quelques questions, et puis ensuite on engage le dialogue avec Jean-Daniel Lévy. Alors bonjour, moi c'est Hugo, sans H. Et du coup, les 2 questions qu'on a ressorties de la brève discussion, c'est première partie de votre présentation, vous avez dit que ce qui était important sur l'énergie pour les Français, c'était le prix et les conséquences sur l'environnement. Et deuxième partie, c'était qu'on a vu qu'ils pensaient souhaitable l'utilisation de l'hydrogène comme vecteur énergétique dans plein de choses. Mais la question c'est, est-ce qu'ils savent que l'hydrogène va faire mécaniquement augmenter le prix de la facture énergétique, du moins dans les premiers temps du développement d'hydrogène. Et deuxième question, plutôt sur les sondages, comment est-ce que les décideurs politiques ou les scientifiques utilisent les sondages d'opinion quand ça parle d'hydrogène comme ça? Qu'est-ce qu'ils en font? Comment c'est pris en compte? Merci. On va peut-être prendre une question supplémentaire. Ouais, devant. Bonjour. Du coup, nous, ensemble, on a acté 2 questions.
La première, c'est par rapport au pourcentage des personnes très bien informées. Alors, je me dis, par quel canal est-ce que ces personnes sont informées? Est-ce que c'est par les réseaux sociaux? Est-ce que c'est par la presse écrite? Est-ce que c'est par la télévision ou en lisant les livres? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, ça concerne les thématiques. Est-ce que vous anticipez sur la thématique ou alors vous attendez qu'elle fasse le chou gras de l'actualité afin d'aller sonder l'opinion des Français? Et en ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas un risque de formatage de cette opinion-là en fonction d'un objectif précis par les différentes prises de position des politiques publiques et tout et tout? Voilà, voici la deuxième question. Merci. Oui, mon nom, c'est Sali Koumaï. Merci beaucoup. On va peut-être déjà prendre ces 4 premières questions. Oui, alors le premier aspect, est-ce qu'aujourd'hui, les Français savent précisément quel peut être le coût, au moins provisoire, du recours ou du développement de l'utilisation de l'hydrogène? La réponse est non. Je pense qu'il faut vraiment avoir à l'esprit qu'on est face à une énergie qui est une énergie qui est encore peu connue, pour lesquelles il y a peu de débats de manière nette dans l'actualité, une utilisation de la part des particuliers qui est extrêmement faible, et puis un débat sur le coût qui à l'heure actuelle ne les a pas encore complètement touchés. Peut-être que je peux faire le lien d'ailleurs presque tout de suite avec la dernière question qui m'a été posée. Un sujet à nos yeux, tant qu'il n'est pas passé aux 20h de TF1 ou de France 2, n'est pas un grand sujet d'actualité. En tout cas, n'est pas un grand sujet d'actualité pour l'immense majorité de la population et ceux qui sont à l'heure actuelle les plus sensibles en matière de comportement et de thématiques à caractère écologique et environnemental, également en termes de coûts. Je me demande si la thématique du coût, elle ne touche que la question de l'hydrogène ou est-ce qu'elle n'est pas amenée à toucher d'une manière globale toutes les questions énergétiques en France. Est-ce que les Français connaissent réellement le coût du baril de pétrole et ou des conséquences que cela peut avoir en matière du prix du litre d'essence, de super ou de gasoil? Je n'en suis pas persuadé. Enfin, je suis même persuadé qu'ils ne connaissent pas réellement le coût réel de ce que peut être la matière première ou la matière première une fois que celle-ci a été raffinée. On est extrêmement étonné, si on prend par exemple la thématique du nucléaire, que de voir qu'à l'heure actuelle, les principaux éléments de variation d'opinion qui peuvent exister à l'égard du nucléaire ne sont pas forcément liés à la question du prix uniquement de l'électricité, mais également autour de la perception que celle-ci apparaîtrait comme étant dangereuse ou pas d'un point de vue écologique et environnemental, et avec le débat pour savoir s'agit-il ou pas d'une énergie qui peut faire partie de celles qui sont considérées comme étant des énergies décarbonées. Le fait qu'il y ait aujourd'hui des recherches ou des innovations, on peut penser aux différents EPR, que ceux-ci en fait se retrouvent avec des coûts avant même la première exploitation qui soient démesurément plus élevés que tout ce qui avait été anticipé, aujourd'hui ne remettent pas en cause, en tout cas à l'heure actuelle, les conséquences que cela peut avoir en matière d'utilisation à terme des différents EPR. L'aspect à nos yeux apparaît comme étant extrêmement simple et limpide. Cela n'a à l'heure actuelle que très peu de conséquences pour les individus en matière de prix de l'électricité, que globalement on se plaint en France d'augmentation du coût de l'énergie, mais avec au fond le petit message que dans d'autres pays européens le coût de l'énergie a quand même augmenté de manière bien plus nette depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que dans ce contexte-là on imagine bien qu'il se passe quelque chose et que l'État a dû intervenir d'une manière un peu plus globale.
Donc la question du coût, à leurs yeux, elle est d'autant plus importante qu'il pourrait y avoir des aspects à caractère personnel et pas uniquement à caractère collectif. Petite parenthèse, qui dit coût dit également investissement ou dépenses publiques. De mémoire, et j'aimerais bien que si jamais je me trompe un petit peu, vous ne reteniez pas ça contre moi, de mémoire, à l'élection présidentielle de 2012, la thématique de la dette et des déficits constituait la deuxième motivation de vote des Français, et on est passé en 2022 à la 18e motivation de vote des Français. Donc le rapport au coût et le rapport à la dépense peut également renvoyer à la question de la dépense publique, et que dans ce contexte-là, on se dit que d'un point de vue d'investissement en matière d'énergie, il est entre guillemets normal que la puissance publique puisse être présente. Par rapport à votre deuxième question, cette enquête, peut-être que je ne l'ai pas rappelé, et j'en suis désolé, mais je l'avais indiqué, est faite pour un acteur qui s'appelle Terega, qui est présent dans le sud-ouest de la France, et pour lequel il y a indéniablement des démarches de communication qui sont entreprises, et le fait de commander une enquête à Harris Interactive, ça leur permet également de montrer qu'ils sont experts et qu'ils comprennent les principaux enjeux, et ce sont les résultats que je vous ai montrés ici, et tous les ans, on réalise une conférence de presse pour pouvoir montrer les principaux résultats de ceux-ci. Comment sont utilisées les enquêtes d'opinion de la part des différents décideurs? De leur part, c'est leur enquête, donc ça les aide en matière de stratégie, en matière de communication, d'un point de vue général, savoir ce sur quoi ils peuvent être amenés à parler en dehors du simple fait qu'ils publicisent le baromètre. Et cette enquête, elle circule partout. C'est-à-dire qu'elle est présente auprès des députés, auprès des sénateurs, auprès de l'ensemble des ministres, et notamment les ministres qui sont les plus concernés, présent au sein du service d'information du gouvernement, qui a connaissance de la totalité des enquêtes qui sont publiées, et puis également auprès des journalistes et des différents experts. C'est un élément parmi d'autres qui permet d'illustrer la réflexion. Sachant que j'ai, et on a au sein de notre entreprise, une vision, une grille de lecture qui est la suivante: une enquête d'opinion n'est pas une ligne politique. Ce n'est pas forcément parce que les Français disent quelque chose qu'il faut le faire, ou ce n'est pas forcément parce qu'ils disent qu'il ne faut pas faire quelque chose qu'il ne faut pas le faire. Gilles Laurent Ressac l'a rappelé, vous avez vu un certain nombre d'experts, ce sont des experts qui peuvent avoir des convictions, et que ce qui peut être attendu de la part des acteurs qui ont des convictions, c'est de dire peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, peut-être que vous ne pensez pas la même chose que moi, mais je vais chercher à vous convaincre. Et l'enquête d'opinion permet au moins d'avoir un état des lieux, de la connaissance, de la méconnaissance, des aspirations, des craintes et des interrogations, des doutes ou des espoirs, qui dans un sens comme dans l'autre peuvent être démesurés. Et que dans ce contexte-là, et c'est peut-être également pour partie votre rôle, dans ce contexte-là, il y a la possibilité de pouvoir acter de désaccords ou de constats qui ne sont pas forcément des constats partagés pour par la suite créer la discussion et éventuellement pouvoir avancer. Donc on a effectivement différents canaux d'information qu'on n'a pas posés dans le cadre de cette enquête, mais en tout cas on sait bien que souvent les sujets qui sont des sujets qui sont présents à la télévision et surtout aux 20h, ce sont des sujets qui commencent à émerger ou qui peuvent avoir des incidences, parce qu'il y a des effets après par la suite boule de neige, ils vont être présents dans les différents médias écrits, ils vont être présents notamment dans la presse quotidienne régionale, et que tout ceci en fait une forme de dynamique. On pourrait faire un point sur les différentes sources d'information qui peuvent exister. On le sait, les jeunes sont beaucoup plus avec des niveaux d'information concernant des outils dématérialisés, notamment les réseaux sociaux, les personnes âgées qui vont être beaucoup plus présentes à travers et un suivi à travers la télévision. Ce qui, je pense, est important d'avoir à l'esprit, c'est que sur ce type de sujet, on n'est en général pas dans une attitude où les individus vont rechercher de l'information, mais beaucoup plus où l'information va venir à eux. Et donc si l'information vient à eux, il faut déjà connaître les sources d'informations qu'ils peuvent utiliser habituellement. Est-ce qu'ils lisent la presse papier? Est-ce qu'ils regardent Internet? Est-ce qu'ils regardent les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils regardent la télévision? Et si oui, quel type de chaîne de télévision? Pour essayer de comprendre comment ceux-ci peuvent être amenés à s'alimenter. Pour avoir été amené à
travailler sur les grands sujets énergétiques, etc., ou les grands sujets de préoccupation de la part de nos compatriotes, c'est très rare, en tout cas à l'heure actuelle, qu'on nous parle spontanément d'hydrogène. C'est un mot, un thème dont on a globalement entendu parler, mais qui n'est pas encore complètement au centre de l'actualité. En revanche, de manière spontanée, on va nous parler beaucoup plus rapidement du coût de l'énergie, on va nous parler beaucoup plus rapidement de ce que peuvent être les enjeux en matière de nucléaire, etc. L'hydrogène n'est pas encore devenu un objet ou un sujet politique. Je suis persuadé qu'en France, on a besoin de s'engueuler pour avancer. Dimanche prochain, lorsque vous allez manger un gigot et des faillots avec votre famille, vous pouvez mettre la question du nucléaire sur la table. Je suis prêt à persuader que le repas ne va pas forcément toujours très bien se passer. En tout cas, qu'il va y avoir un peu, enfin, sans jeu de mots, d'électricité dans l'air et qu'il y aura des désaccords qui pourront se faire. Parce qu'on a entendu parler du nucléaire, parce qu'on a entendu parler de Fukushima, parce qu'on a entendu parler de Tchernobyl, parce qu'on peut avoir des avis, parce qu'on a pu entendre parler assez fréquemment de ce que peuvent être les grands enjeux du nucléaire. À l'heure actuelle, sur l'hydrogène, on n'en est pas là, ou je serais tenté de dire, on n'en est pas encore là. Et que le jour, en fait, où un dimanche, ou dimanche après dimanche, on sera amené à pouvoir en discuter en famille et ne pas être d'accord sur ce sujet-là, alors il y aura une vraie réflexion que l'on pourra avoir sur, dans ce contexte-là, quelle source d'information volontaire je peux être amené à rechercher en tant qu'individu pour pouvoir trouver une forme d'information sur l'hydrogène. Donc si cette thématique a été abordée, elle a été abordée parce qu'elle nous a été commandée par un client, Terega, qui a payé pour la réalisation de cette étude. Est-ce qu'il y a des effets d'agenda? Indéniablement. Est-ce que si on en a parlé beaucoup plus au cours des jours ou des semaines qui ont précédé, ceci peut avoir une incidence? La réponse est oui. L'avantage, entre guillemets, que l'on a, donc il n'y a pas d'enquête parfaite, il y a toujours un biais qui se produit, quel que soit le type d'enquête qui est réalisé. L'avantage qu'il y a avec ce type d'enquête, c'est qu'on ne l'a pas réalisé qu'une fois, on l'a réalisé 3 fois, à chaque fois avec 1 an d'intervalle. Le fait de le réaliser avec 1 an d'intervalle permet de voir des variations, voir des éléments de stabilité. Globalement, je ne me suis pas appesanti dessus parce que ce n'était pas l'objet de cette présentation, mais si vous avez pu voir quelques courbes, on n'a pas de modification profonde du regard, en tout cas à l'égard de l'hydrogène. Des préoccupations en matière énergétique, la réponse est oui. Des interrogations en matière environnementale, oui. Concernant l'hydrogène, il n'y a pas de regard ou d'évolution massive. Notre grille de lecture, c'est que ça n'est pas encore, et peut-être qu'à l'issue de la convention, ça sera plus le cas, mais en tout cas, ça n'est pas encore un grand sujet de débat et d'échange ou de recherche d'informations de la part de nos compatriotes. Merci. D'autres questions? Oui. Bonjour, moi c'est Oriane. Et on avait une question par rapport à... Du coup, on a vu que les Français associaient quand même le mot dangereux à hydrogène. Et on se demandait est-ce qu'il y avait aussi la question qui a été posée de, dans l'optique de développer l'hydrogène sur le territoire national, est-ce que les Français sont prêts et prêtes à avoir un électrolyseur près de chez eux, à avoir des grands stockages d'hydrogène près de chez eux? Et est-ce qu'on a posé cette question? Est-ce qu'il y a des éléments de réponse dessus? Merci. Autre interrogation? Oui, non, oui, devant. Merci beaucoup. Moi, c'est Antoine. Pensez-vous que l'hydrogène est une sorte de chimère qui promet aux gens de rester dans le monde d'aujourd'hui et que finalement, c'est pas, étant donné la méconnaissance des gens sur le sujet, c'est pas quelque chose qui promet de rester dans le monde actuel, alors que ça ne va sans doute pas permettre de le faire? Alors, on va répondre déjà à ces 2 questions. Alors, on n'a pas posé la question que vous m'avez posée. Mais nous avons des ressources. Nous travaillons pour la Fédération française des éoliennes autour notamment de la question de l'acceptabilité d'une éolienne près de chez soi. Ce n'est pas exactement la même question, mais globalement, ça renvoie, je pense, à la même disposition d'esprit. Je pense que vous avez entendu parler, pour la plupart d'entre vous, de la théorie « not in my backyard », c'est-à-dire que je suis d'accord pour qu'il puisse y avoir
un certain nombre d'investissements de politique publique qui soient réalisés, mais à une seule condition, c'est que ça ne se produise pas quelques yards, donc c'est-à-dire quelques mètres autour de chez moi. Qu'on serait face à une société française absolument individualiste, opposée à toute forme d'intérêt général ou de représentation de ce qu'est l'intérêt général. On a travaillé pour la Fédération française des éoliennes en demandant de manière générale est-ce qu'on était prêt ou pas à accepter qu'il puisse y avoir un champ d'éolien à 5 km autour de chez soi. De mémoire, la réponse est oui à hauteur de 70%. Bon, c'est étonnant. On peut se dire qu'en répondant à un enquêteur téléphonique d'Aris Interactive, ça ne mange pas de pain de dire oui, et que le jour en fait, où il y aura un projet qui sera mis en place, on se mobilisera pour pouvoir éviter que ce soit le cas. On a exactement la même proportion auprès des Françaises et des Français qui habitent objectivement à proximité d'un champ d'éoliennes. Là, non seulement ça a été une surprise, mais je n'ai pas cru les données que nous avons produites à ce moment-là, et c'est extrêmement rare, mais j'ai demandé à mes équipes de revérifier qu'il n'y avait pas eu d'erreur dans le recueil des données qu'on avait pu avoir. Bon. Si je viens devant vous, et je vous le dis, c'est qu'il n'y a pas eu d'erreur. Non seulement cette donnée est surprenante, mais nous avons été amenés à refaire la même enquête, pas auprès des mêmes Français, mais auprès d'un échantillon qui était un échantillon similaire, et nous avons obtenu exactement les mêmes réponses. Alors, on peut en tirer deux types d'enseignements, dont le premier sera une précaution. Le premier type d'enseignement, c'est que le fait d'habiter aujourd'hui à proximité d'un champ d'éolien, ça veut dire que ce champ d'éolien a pu être construit. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu un mouvement extrêmement fort de la part de la population locale qui s'est opposée à celle-ci. Qu'il n'y a pas eu de recours juridique, ou en tout cas que ceux-ci ont été épuisés, et qu'il n'y a pas d'associations qui ont continué de marteler qu'ils y étaient profondément opposés. Peut-être qu'au fur et à mesure, les choses vont se compliquer, parce que là où les champs d'éolien n'ont pas pu être développés, c'est peut-être parce qu'il y a eu d'autres types de difficultés. Mais bon. Le deuxième aspect, si vous êtes d'accord avec moi sur l'idée qu'aujourd'hui, il y a une préoccupation écologique et environnementale majeure, si vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'il y a aujourd'hui des Français qui ne veulent pas qu'on leur reproche, et surtout que leurs enfants ou leurs petits-enfants leur reprochent de n'avoir rien fait, que chacun cherche à se dire, au moins, ça aura été ma contribution. Et donc, j'ai accepté d'avoir un paysage qui soit un peu moins agréable à voir, pas forcément parce que j'adore entendre ou voir une éolienne, mais parce que demain ou après-demain, lorsque mes enfants ou mes petits-enfants me diront « mais toi, qu'as-tu fait ?» tu pourras dire « j'ai accepté », je pourrais dire « j'ai accepté qu'il y ait un champ d'éoliennes qui soit à proximité de chez moi ». Si c'est ce registre-là qui continue d'opérer, il serait étonnant qu'il ne fonctionne pas non plus pour l'aspect de l'hydrogène. Il y a des points sur lesquels on peut avoir des certitudes, ce que je vous ai indiqué dans un premier temps. Il y a le deuxième aspect qui peut être des hypothèses. C'est l'hypothèse que je partage avec vous, sans avoir posé à proprement parler la question, mais en tout cas en imaginant que le registre pourrait être celui-là, la dimension de dangerosité, évidemment, devant être absolument résolue. Concernant le deuxième aspect, est-ce que l'hydrogène est une chimère ? Je me garderai bien de répondre directement à cette question-là, mais il y a derrière les préoccupations écologiques et environnementales, et on en parlait tout à l'heure à la pause, une forme de décorrélation qui peut être effectuée entre les préoccupations écologiques et environnementales et les aspirations à ce qu'il puisse y avoir une transition énergétique. Cela n'apparaît pas comme étant d'une évidence absolue, mais les aspects ou les conséquences que cela peut avoir, soit en termes économiques, soit en termes de
qualité de vie sont aujourd'hui des niveaux qui grèvent quelque peu l'action qui peut être entreprise. En gros, déjà réduire le chauffage à 19 chez soi, c'est pas toujours évident. Ce qui n'est pas une transformation majeure non plus. Mais en tout cas, déjà ça, c'est pas tout à fait évident pour les Françaises et les Français quand on les interroge. Est-ce qu'il s'agit de l'acte comportemental le plus impliquant ou avec le plus de conséquences qui s'inscrit aujourd'hui dans le cadre de la transition énergétique? J'en suis pas intimement persuadé. Alors, beaucoup vont avoir tendance à vouloir faire des choses, entre guillemets, pour pouvoir se donner bonne conscience, surtout quand on a la possibilité économique de pouvoir le faire. Moins prendre l'avion, moins consommer de viande, avoir des comportements qui apparaissent comme étant plus vertueux en matière de consommation d'un point de vue global, et on pense notamment au recours à la seconde main. Mais pour autant, les dimensions ou les conséquences qui peuvent être entraînées par une transition énergétique majeure sont aujourd'hui très difficiles à pouvoir être acceptées de la part des Français et même, je serais tenté de dire, de beaucoup de populations que l'on voit dans des pays occidentaux. On voit bien les réactions de l'opinion qui peuvent exister par exemple aux États-Unis, et la remontée de Trump dans les différentes enquêtes d'opinion en est pour partie, ce n'est pas le seul aspect, un des caractères illustratifs et démonstratifs. On a pu voir la création et la montée fulgurante d'un pays, enfin d'un parti anti-environnementaliste, pour dire les choses franchement, aux Pays-Bas, qui les a amenés à pouvoir recueillir plus de 20% de l'intention de vote récemment. On peut voir le mouvement qui se déroule à l'heure actuelle en Allemagne avec les agriculteurs qui sont en très forte mobilisation sans que ça n'entraîne de sursaut de mobilisation d'opinion. Et on a pu voir même en France, sur l'idée même, alors après les conditions du débat, on va dire, étaient mises de manière un peu particulière, mais sur le fait de réduire la consommation de viande rouge autour du barbecue du dimanche, qui avait créé des tensions qui étaient des tensions majeures et qui amenaient des individus à dire « mais c'est notre plaisir ». Et donc en fait ce que vous me demandez, c'est d'arrêter d'avoir du plaisir de vivre au quotidien. Donc, donc l'idée globale de pouvoir dire on propose des solutions qui sont des solutions qui me permettent d'avoir en gros fromage et dessert. Je peux, avoir le sentiment qu'on réduit la participation au dérèglement climatique, et 2, je n'entame pas sur ma qualité de vie d'un point de vue global, je prends. Alors, c'est valable là-dessus, c'est valable pour tout type de situation où on se retrouve face à des individus qui sont en tension, face à des situations qui apparaissent comme étant difficiles, pour lesquelles il va falloir faire des efforts, pour lesquelles il va falloir modifier une forme de qualité de vie ou de type de vie que l'on peut avoir. Et donc ça marche en matière de transition énergétique. L'hydrogène en est pour partie une des illustrations, mais cela peut fonctionner également pour d'autres types d'actions ou de représentations qu'on peut avoir d'un point de vue d'opinion. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions étudiantes? Je vous ai vu. Non? Vous avez épuisé votre stock? Alors, allez-y. Merci de vous présenter. Bonjour, rebonjour. Yann Collin, président de la coalition Rétrofitage 2. Petite question concernant cette étude qui a été effectivement demandée par une entreprise. Est-ce que vous savez si elle a été vue par les pouvoirs publics, quels qu'ils soient? Est-ce que vous avez des retours concernant? Parce qu'aujourd'hui, moi je suis président de la coalition, mais à côté de ça, je suis directeur mobilité verte dans une entreprise de transport et je promouvois l'électrique, l'hydrogène sur la mobilité lourde, et on voit, et j'en parlais tout à l'heure dans mon intervention, un manque de visibilité des pouvoirs publics sur le déploiement de l'hydrogène dans la mobilité lourde. Et moi ça m'intéresse pas mal, ça m'intéresse bien, puisque ça montre qu'il y a quand même je dirais pas un engouement, mais en tout cas un avis assez favorable
de la population sur l'hydrogène, quelle que soit en plus son utilisation, hein, que ce soit sur du domestique, de l'industriel ou de la mobilité. Donc est-ce que les pouvoirs publics est-ce qu'il y a eu une visibilité auprès des pouvoirs publics? Et si oui, est-ce que vous avez une idée de leur retour? Merci. Y a-t-il d'autres questions? Non? Oui? Oui, oui, j'ai noté là. Merci de vous présenter, monsieur. Ah oui, je suis Pierre Coindreau. Je viens régulièrement dans les conférences de cet institut que je trouve très intéressante en général. J'ai noté juste un point un peu similaire à celui qui a été relevé au niveau du prix, c'est qu'il me semble qu'il y a un pourcentage important de gens qui décrivent l'hydrogène comme une énergie renouvelable dans le questionnaire. Ce qui évidemment est quand même un biais, ce n'est pas une énergie renouvelable en réalité. Merci. Jean-Daniel. Sur cette dernière question, c'est très facile. Oui, effectivement, il y en a un certain nombre qui déclarent à tort qu'il s'agit d'une énergie renouvelable. Donc il peut y avoir, et on voit bien, c'est en cohérence avec ce que je vous proposais comme grille de lecture, c'est-à-dire un niveau d'information qui n'est pas complet, et puis surtout en fait une information qui est descendante et qui n'est pas une information dynamique entre guillemets de la part des personnes qu'on peut être amené à interroger. Le deuxième point concernant les aspects en matière de visibilité de la part des pouvoirs publics, comme je ne fais pas partie ni du nouveau gouvernement ni de l'ancien gouvernement d'Emmanuel Macron, je ne peux pas entièrement de Gabriel Attal, je ne peux pas entièrement vous répondre. Mais ce que je sais, c'est que ce type d'enquête est diffusé. Il y a une conférence de presse, des journalistes sont présents. Ce sont des journalistes qui sont, pour le coup, et ce n'est pas inintéressant, pas vraiment des journalistes de la presse grand public, mais plutôt de la presse économique et qui intéresse le secteur. Il y a en général de la présence sur les réseaux sociaux. Et cette enquête, je l'ai fait parvenir, moi, aux 577 parlementaires, députés, aux 321 sénateurs, à l'ensemble des ministres et évidemment aux ministres qui sont les plus intéressés par les enjeux en matière d'énergie, en matière de dépenses publiques et également évidemment en matière de transport. Donc il y a cette forme de circulation qui est effectuée. J'ai tendance à penser qu'il y a également d'autres acteurs qui interviennent par derrière, et qu'il y a des rencontres qui sont organisées avec des parlementaires et autres, et qu'il y a évidemment des lobbyistes qui vont être amenés à promouvoir l'énergie hydrogène et les grands enjeux à l'égard de la puissance publique, ce dont je n'ai pas directement, au regard de mon activité professionnelle, véritablement connaissance. Le point, je pense en tout cas, qui sera surveillé, ça correspond à différentes parties d'intervention que j'ai pu avoir. Le point qui sera surveillé, c'est le jour où ça sera un vrai sujet dans la presse grand public. Le jour où il y aura la une du Parisien, par exemple, qui sera là-dessus. Le jour où on aura un grand reportage au journal de 20h qui en parlera. Là, pour le coup, ça créera une forme, à mon avis, d'attention encore plus manifeste de la part de la puissance publique. Mais j'insiste vraiment sur un point. En France, les sujets n'avancent pas au consensus. En France, les sujets avancent au dissensus. On est un pays qui est un pays dont une partie de la création historique remonte à la Révolution française. Et je ne crois pas que tout le monde était d'accord au moment de 1789 sur ce qu'il fallait faire. Et par la suite, je ne parle même pas des conséquences et de la suite qu'il pouvait avoir. Et quand vous prenez les grands sujets, quand vous prenez les grandes thématiques, quand vous prenez les grands aspects sur lesquels on a pu être amené à avoir des formes de tension, ce n'est pas forcément parce qu'il y avait des désaccords, mais c'est parce qu'il pouvait y avoir des désaccords et des affrontements, et que le sujet de l'hydrogène deviendra un sujet d'autant plus important qu'il y aura effectivement un débat global dans la société française. Merci beaucoup. A-t-on épuisé le stock? Bon, moi j'en ai une alors.
En t'écoutant tout à l'heure présenter les résultats de cette enquête, j'avais presque le sentiment qu'il y avait dans la tête des Français une confusion, ou plus exactement un espoir de remplacer les énergies fossiles liquides, pour l'essentiel, celles qu'on connaît bien, l'essence, le diesel, etc. Bref, les énergies qui viennent du pétrole, par l'hydrogène. Est-ce que tu as le même sentiment? Est-ce que tu as le sentiment que cette confusion existe, ou est-ce que je tire trop les résultats? Peut-être que je l'ai dit de manière un peu trop évasive, mais c'est exactement ce dont j'ai l'impression. En se disant que ça pourrait être une énergie de substitution à l'égard de ce qui existe à l'heure actuelle concernant toutes les modalités de recours aujourd'hui aux énergies fossiles. Mais encore une fois, est-ce qu'on est face à des Françaises et des Français qui ont un propos qui est étayé ou impressionniste? C'est un propos très impressionniste. Parce qu'ils n'ont pas creusé le sujet, parce qu'ils n'en ont pas entendu parler, parce qu'ils ne connaissent pas évidemment tout ce que peuvent être les enjeux en matière de stockage, de production et des conséquences que cela peut avoir d'un point de vue global. En conséquence, si on peut penser par exemple au recours à l'électricité pour la production d'hydrogène, etc. Donc tous ces aspects-là ne sont pas connus et identifiés. Mais pour revenir, et pour rebondir d'ailleurs sur la question qui m'a été posée tout à l'heure, dès qu'on se dit « Oula, il y a un truc, ça ne me demande pas trop d'efforts, ça apparaît comme étant plutôt pas mal, c'est pas mal en matière écologique et environnementale, et puis peut-être que ça ne me coûtera pas beaucoup plus cher », j'ai bien envie de considérer cette hypothèse, qui est une hypothèse extrêmement confortable intellectuellement, et qui vise à dire « je ne change pas », et en même temps, d'un point de vue global, pour la planète, pour mes enfants, c'est pas si mal que ça. Donc l'hydrogène à l'heure actuelle, je ne dis pas que c'est la recette magique parce que ça serait exagéré. Mais quand on soumet cette recette potentielle, celle-ci peut apparaître comme étant magique. Merci beaucoup. Ça veut donc dire pour vous une conséquence, c'est que non seulement vos travaux vont avoir vocation à éclairer ceux vers qui ils seront diffusés, et notamment les pouvoirs publics, mais il y aura sans doute aussi une dimension pédagogique de vos travaux qui sera certainement tout à fait intéressante, à commencer par autour du gigot dimanche prochain dans vos familles. Merci beaucoup Jean-Daniel. Merci beaucoup.